Des torches craquetaient dans la salle aux murs de pierre. 4 silhouettes, visages dissimulés sous des capuchons, se détachaient de la roche nue et grisâtre. Parmi ces 4, 2 possédaient un destin capable de griffer l'histoire et de la soumettre à leur volonté. Il y avait elle, la plus jeune et la plus idéaliste. Recouverte d'une ample pèlerine pourpre, elle s'était affairée des années durant en serpent prudent, profitant de la moindre anfractuosité pour se mouvoir sans bruit, là où même la lune n'osait jeter sa lumière. L'on considérait sa besogne répugnante, mais c'était là un mal nécessaire dont elle assumait le fardeau. Pour elle, survie ne pouvait s'espérer sans victoire. Son esprit se révélait affûté, ses dagues tout autant. Et puis, il y avait lui, paré de sa longue cape bleue et puissant parmi les puissants. La souffrance de la perte avait percé son flanc, et depuis lors il s'était laissé dériver, porté sur le fleuve du temps. En ce jour qu'on lui avait tant fait miroiter, leur triomphe à tous revêtait pour lui une nécessité impérieuse, dictée par sa fidélité. Il avait des épaules aussi larges que son intellect était étroit. Nul ne l'égalait au combat sur ce continent. Non loin, une très vieille âme, racornie et desséchée par de trop nombreux étés, demeurait debout, malgré la fatigue qui l'accablait. Son verbe ruisselait d'une sagacité qu'elle écoutait volontiers et que lui réfutait. Quant à la 4e silhouette, silencieuse et attentive, elle comme lui ne pouvait rien en percevoir. C'était un puits éthéré, un monument davantage qu'une personne. Une petite table presque ronde, à peine éclairée par la clarté des flambeaux, se dressait au centre de la salle. Pour les 4 intrigants répartis sur son pourtour, cette pièce de granit poussiéreux, sculptée d'un bloc, était un échiquier sanctifié par d'antiques conquêtes. Une impressionnante carte de vélin avait été dépliée sur la table et en occupait toute la surface. Tracée à l'encre, des frontières s'étiraient, morcelaient un territoire qu'ils auraient voulu vierge de toute entrave. Moult annotations avaient été griffonnées partout sur la peau, dans une langue étrange et sibylline, mais cela n'empêchait aucun d'entre eux de discerner les 6 contrées qui y étaient représentées. Elle, la pèlerine pourpre, connaissait cette carte pour y avoir étalé ses dessins d'innombrables fois, en prévision de cette réunion fatidique qu'il lui fallait mener. C'était ici, et non ailleurs, qu'il pouvait être déjoué. C'était ici, et non ailleurs, qu'on pouvait encore s'opposer à ces préparatifs qu'une poussée suffirait à lancer. La vieille âme, celle qui soutenait son dos voûté à l'aide d'un bâton de fer engravé de symboles, parla la première. C'est un endroit bien singulier où vous nous avez invités. Ces pierres ont vu des choses que même les plus érudits ont oubliées. Je gage que votre exposé n'aurait su attendre davantage. J'espère que vous ne nous avez pas fait déplacer pour rien, et que vous avez matière à contester ainsi la décision qui fut prise. La silhouette pourpre releva la tête dans la direction du guerrier à la cape bleue. Une pointe de malignité, chaude et capiteuse, se réverbéra sur le lac de ses iris noirs avant de s'évanouir dans l'obscurité. Lui perçut, pour fugace qu'il fût, le mordant de ce regard. Il se déroba à toute objection d'un coup d'œil oblique vers son maître, le 4e encapuchonné silencieux. Cette décision qu'il invoquait, voilà le désastre qu'elle devait leur éviter. Il n'avait jamais dissimulé sa soif de sang, elle refusait que ce fût celui des leurs qui coulât. La pèlerine pourpre feignit le respect d'un début de courbette. Les mots seraient vains pour exprimer la gratitude que je ressens à votre égard. Si je vous ai fait venir ici, gracieux Seigneur, vénérable sage, c'est que mes manœuvres m'ont conduite à réévaluer la pertinence de cette décision. Vos manœuvres. Il roula de l'épaule. Le cliquetis flegmatique de son armure acheva la phrase pour lui. Le sage leva la main pour l'apaiser. À l'aune de quoi fondez-vous vos dires? Elle se pencha sur la carte et posa un doigt ganté de soie blanche contre le pays qui trônait en son milieu. Un pays où se côtoyaient champs et forêts, marais et montagnes, et que d'aucuns appelaient l'Antardie. Les positions lantardiennes sont trop lourdement fortifiées au sud et au sud-est pour être prises à la seule force des armes. Qu'importe leur vaillance ou le courage de leurs généraux, nos troupes se heurteraient à un maillage défensif inextricable, et... Il n'est aucune muraille qui ne tombe quand on sait assiéger, quand on a l'expérience de la guerre. Le guerrier à la cape bleue laissa le soin à son sous-entendu de la gifler pour lui. L'expérience et la fortune de la guerre sont en leur faveur. Vous êtes sans doute le mieux placé en cette pièce pour en attester. Leur roi, Istan, bondit de triomphe en triomphe, et c'est à penser que rien ne peut arrêter le griffon ornant le blason lantardien dans son envol. Les stockades avaient fait mouche. Enfin libre d'avancer ses vues,
La pèlerine caressa la région située au sud-est de la carte. Quoique le duché de Nevarda ait souffert les affres des combats, son peuple jamais ne croira au confort d'une paix illusoire. Il sait sa situation précaire au mieux et s'est attelé en toute hâte à la reconstruction. Le souvenir des marécages, patrouillés par des hommes au visage cireux mais résolus, rejaillit dans son esprit. Elle esquissa une courbe souple vers le sud, entre des lignes où la terre avait maintes fois changé de nom au fil des siècles. Une forme écrasante, plus au sud encore, s'apprêtait à l'engloutir. Concernant la province que les Lantardiens nommèrent Vascagne, ils y ont érigé une forteresse afin de veiller sur la frontière avec Alnor. Ils ne l'abandonneront pas si facilement. Elle tapota Vascagne et Nevarda, concentra son idée pour déséquilibrer la cape bleue. Cet assaut que vous planifiez, c'est un suicide pur et simple. Nous ne passerions pas, et je refuse d'avoir la mort de nos soldats sur la conscience. L'insolence lui avait échappé. Fort heureusement pour elle, le sage s'était absorbé dans quelques réflexions, le guerrier avait déjà gonflé le poitrail pour rétorquer. La quatrième silhouette, elle, n'avait toujours rien dit. Oiseau de mauvais augure, qui a porté des nouvelles défaitistes. Puisque vous avez cavalé par Mons et par Vaux en Lantardie, pendant que nous échafaudions notre campagne, rendez-vous utile en nous donnant des renseignements sur leur politique intérieure. Existe-t-il des failles, des hommes à la loyauté vacillante, que nous pourrions exploiter à notre avantage? Je crains de vous décevoir. Istan Dontar jouit d'une très haute popularité parmi ses sujets et se trouve, hélas, apprécié de son aristocratie. Avec la débâcle d'Alnor durant la dernière guerre, son autorité n'a jamais été aussi ferme, ni ses coffres aussi pleins. Il est au fait de son pouvoir. Elle marqua une pause pour s'assurer que son auditoire avait bien assimilé l'avertissement. L'air avait un goût âpre, épais, Oui, certes. concéda le sage voûté avec un soupçon de sénilité qui la fit frémir. Ce que vous nous décrivez me paraît imprenable, de quelque côté que ce soit. Insinuez-vous que nous devrions renoncer à ce projet? Le guerrier cracha renoncer plus qu'il ne le répéta. On entendit le crépitement des torches. Non point. Les alliances liant la Lantardie à ses voisins, à l'est comme à l'ouest, s'avèrent assez friables pour que nous puissions les ignorer dans un premier temps. L'ouest, tout d'abord. Elle effleura un pan de carte où resplendissait un soleil radieux, où les sols étaient aussi généreux que le rire des marins. Raldia, maintenant que la perte de ses anciennes colonies insulaires est consommée, commence à voir les succès lantardiens comme une menace pour sa mainmise économique, et les ficelles s'agitant au-dessus de l'ambassadeur ralien en Lantardie étaient si flagrantes que je n'ai pu m'empêcher de les tirer. Elle se dit que ce colosse à grosses panses jouerait son rôle à la perfection. La cape bleue sourit, ses dents blanches et effilées dardèrent. Poursuivez. Cet homme possède plus d'influence que de bon sens. Je me suis arrangé à ce qu'il rencontre des amis bienveillants à la cour impériale d'Alnor. Et sa main s'en fut vers l'Orient, où des frondaisons inextricables s'épanouissaient sous une bannière à vertes feuilles. Tous redoutaient ses habitants. Nous savions que Gilles d'Année nous ferait obstacle si nous tentions de traverser son territoire avec notre armée. Or, ce n'est pas tant une alliance militaire qu'une entente cordiale qui existe entre les Lantardiens et les Elfes. Les deux pays n'ont que peu de contacts et se bornent à de timides échanges commerciaux en quelques lieux secrets et reculés. Seule une poignée de familles nobles issues des Marches, dans le duché d'Ultark, peuvent se targuer d'entretenir de véritables relations avec les Gildaniens. J'ai ouï dire que les Elfes désertaient progressivement leurs frontières avec la Lantardie. Les hommes d'Ultark parlent, une trace d'appréhension dans la voix, de manoirs vides que la végétation réclame à coups de lierre et de ronces, d'une plainte continuelle et lancinante s'élevant des arbres. Pourquoi les elfes s'étaient-ils repliés sur eux-mêmes? Quel sort terrible s'était-il abattu sur eux pour qu'ils délaissassent leur patrie? Elle aurait aimé le découvrir, mais là n'était pas le souhait de ses commanditaires. Unis par une seule et même certitude, les trois autres silhouettes hochèrent la tête. Gilles d'Année ne viendrait pas au secours de son allié. La pèlerine pourpre s'estimait satisfaite de l'intérêt croissant dans les yeux du sage comme du guerrier. Elle choisit ce moment pour dévoiler la charnière maîtresse de son stratagème. Pour qui veut faire ployer le genou au griffon de Lantardie, la clé ne réside pas au sud, où tous les regards sont braqués, mais au nord. Elle l'avait pressenti. La cape bleue renacla à la mention du nord. Au nord, il n'y a plus rien d'autre que du givre et des cadavres. Ganarod est tombé sous la domination de ces barbares orogues. Vous évoquez une contrée lointaine, impraticable, peuplée de clans querelleurs qui nous attaqueraient sitôt que nous y poserions le pied. D'un geste qui aurait pu passer pour une incision au scalpel, la pèlerine pourpre déplaça son doigt vers des terres frappées d'un symbole brutal et lui fit décrire de petits mouvements circulaires. Qui vous dit d'y poser le pied? Les Orogs s'accommodent fort bien du froid, bien mieux que vous.
Et qui commanderait aux Orogs de marcher sur la Lantardie? Vous, peut-être? Et il gloussa grassement avant de se tourner vers son maître silencieux. Nous perdons un temps précieux à prêter l'oreille aux notions saugrenues d'une perfide. Sans surprise, le guerrier à la cape bleue protestait contre tout, était prêt à tout pour l'éclipser et s'arroger l'admiration, quitte à les précipiter dans des batailles coûteuses pour assouvir son envie de massacre. Elle quémanda le soutien du sage, qui tout sauta non sans une certaine gêne. Écoutons-la encore un moment. La pèlerine devrait étudier ses prochains mots avec précaution. D'une flexion de sa nuque, elle remercia le sage voûté pour sa patience. Personne ne fait cas des Orogs. Ils ont échoué à franchir les montagnes qui les séparent de la Lantardie, ce à plusieurs reprises. De fait, les Lantardiens en sont venus à négliger leur frontière nord au fil des ans. Tout ce qui subsiste entre les Orogs et la Lantardie est une unique garnison de griffons royaux. Ses gants immaculés se posèrent sur le dessin d'une citadelle, coincée entre deux aplombs de grès. Le pic solitaire de Norasque le Reclus, au plus profond des montagnes. À son sommet, La 3e cohorte de légionnaires, célèbre pour sa victoire contre Gortag Brisnuk. Ces hommes sont, aux yeux de la population, aussi sauvages que l'éperon rocheux où ils ont élu domicile. nombreux sont les Nordiques à leur donner le nom de reclus, oui. Un rire rauque monta des ombres qui se mouvaient sous la cape bleue. Gortag Brisnuk. Et d'où donnait-il ce sobriquet ridicule? La pèlerine pourpre détestait ce genre de coupure. Il brisait la nuque des griffons lantardiens à main nue. Instant de flottement. Voici qui mérite considération. Elle émit un bruit désagréable pour manifester son agacement, entre le grognement de la louve et la stridulation du reptile. Lui et son orgueil déplacé. Cela l'irritait au plus haut point. La 3e cohorte de Norasque, donc, a été laissée à l'abandon par le pouvoir central de la capitale. Ses approvisionnements en personnel, en monture et en matériel se sont raréfiés avec le temps. Il est désormais ardu pour les légionnaires d'effectuer autant de patrouilles au-dessus des désolations orogues qu'ils ne le faisaient naguère. Elle adressa un coup d'œil aux 3 autres silhouettes voilées. Une lueur de malice éclaira ses pupilles, la main calleuse du vieux sage vint se loger sur son menton. Elle s'humecta les lèvres et lui offrit une grimace vicieuse. Nos agents sont en place pour tirer parti de cet état de fait. J'ai fait bon usage du présent que vous me confiâtes. La silhouette bleue gronda de mécontentement. Il devait vivre cette confidence comme une trahison. Le sage, qui l'avait assisté, elle, à son insu à lui, s'esquiva à l'affrontement en baissant la tête. Qu'en est-il de votre mission initiale? L'avez-vous remplie? Ou lui avez-vous préféré d'autres cachotteries de cet acabit? Je m'en suis acquitté. La forme écrasante d'Alnor, que la carte ne parvenait à embrasser toute, avait des allures de mâchoire ouverte. Les 4 intrigants la détaillèrent avec appétit. Le tribut que la Lantardie a imposé à l'Empire pèse de plus en plus sur les épaules du peuple. J'ai identifié ceux qui, parmi la noblesse, regimbaient à la perspective d'un nouveau conflit depuis l'armistice signé dans l'humiliation et pris les mesures nécessaires pour que ces bouches restent fermées. Les pacifistes, les détracteurs de l'empereur, ne nous gêneront plus. Alnor pourra bientôt quérir sa vengeance. On ne parlera plus de la 4e guerre comme d'une défaite, mais comme d'un prélude à la victoire totale de la 5e. Ils se réunirent dans un regard de connivence. Vous avez bien œuvré. Mais votre besogne dans les contrées australes touche à sa fin. Nous avons une autre tâche pour vous. Il vous faudra voyager jusqu'au combinat Alkiro afin de nous assurer des appuis que nous y avons. Car il demeurait un pays sur cette carte pour s'être soustrait à leur examen. Le combinat Alkiro, où d'inquiétantes et immenses machineries arpentaient la terre, où l'on maniait le fouet pour mettre les nuées d'esclaves orques en rang. Elle pensa aux enfants des orques, à ceux qui naquirent sous des soleils étrangers, sur un sol où leur mère donnait la vie, enchaînés à des tables ensanglantées, colliers au cou. Des lignées dressées en batterie pour leurs ouïes, leurs flaires, et que l'on négociait à la livre sur les marchés. Elle ravala son dégoût. Servir est ma raison d'être. J'espérais juste que vous, gracieux seigneur, vénérable sage, reviendriez sur votre décision à la lumière de mes actions. Le Sud ne peut que se fracasser contre la ligne des Lantardiens. Ils n'ont eu de cesse de prouver leur supériorité martiale. Si nous ne les dispersons pas, si nous ne fragilisons pas leur unité, si nous ne sapons pas leur assise à revers, nous courrons à notre perte. Voilà 6 ans que je couve cette ambition, que je place infatigablement les pions pour inverser le rapport de force avec l'ennemi. Aujourd'hui, je puis vous affirmer que le Nord est la réponse que nous cherchions. Tranchez ce nœud, et le reste de mes efforts se déroulera de lui-même. Je vous en conjure, repoussez ce dessein d'invasion pour l'heure.
Elle s'était échinée tant et plus pour que des vies fussent épargnées. Il y avait d'autres moyens, d'autres passages moins glorieux mais plus discrets. Elle devait à toutes ces vies de déroger aux convenances et de hausser le ton. C'est un plan audacieux. Il dépend de machinations, de subterfuges et d'une trop grande quantité de conjectures. Je n'y vois ni honneur, ni chance de réussite. Mais il peut fonctionner. Sauver tant des nôtres. La quatrième silhouette, qui n'avait jusqu'à présent pas prononcé le moindre mot, s'approcha de la table à son tour et pencha ses titanesques épaules sur la carte. Les trois autres encapuchonnés se figèrent et l'observèrent avec une grande attention. Lui paraissait presque contraint de contempler avec idolâtrie cet être venu d'un autre âge, comme si quelque chose à l'intérieur de son âme l'y forçait contre son gré. Ces années de servitude approchaient peut-être de leur dénouement. Il semblait pointer un nuage dans son ciel d'adoration éternelle et viscérale. Elle le prit en pitié. Malgré son apparente obéissance aux règles de violence qu'on lui avait inculquées, il tentait péniblement de dresser sa lourde tête au-dessus du joug dont on avait jadis affligé sa conscience. Cela émut les instincts maternels qui sommeillaient dans son ventre. Il ne me faut plus que votre permission et votre aide. Elle guetta, sur le visage atemporel de la quatrième silhouette, un signe, une inflexion, qui déterminerait le cours de l'histoire à tout jamais. Après tout, ce n'était guère plus qu'une infime poussée dont elle avait besoin. Alors, enfin, la voix de cet être silencieux résonna, tonna à fendre la pierre. Vous aurez l'une comme l'autre. Et son poing martela le dessin de Norasque, loin dans les montagnes du nord.